Titre 2. Le déroulement des procédures. Lorsque le jugement d'ouverture est rendu, va s'ouvrir une période d'observation, sauvegarde, redressement, mais pas en liquidation. Pendant cette période d'observation, va se poursuivre l'activité du débiteur, pour permettre l'établissement d'un bilan de l'entreprise, un bilan économique, social, financier et environnemental. C'est également une période qui va permettre de conduire à l'établissement d'un projet de plan. Cette période d'observation sera ouverte pour 6 mois, renouvelable une fois, à la demande de l'administrateur, ou du débiteur, ou du MP. Ce jugement d'ouverture va avoir des conséquences, à la fois sur la situation du débiteur, mais également sur la situation des partenaires de ce premier. Chapitre I. La situation du débiteur. La situation du débiteur va varier en fonction de la procédure qui va être ouverte. Les pouvoirs de celui-ci peuvent être différents. En revanche, les obligations imposées à celui-ci sont en général harmonisées au sein des différentes procédures collectives. Section I. Les pouvoirs du débiteur. Les pouvoirs vont varier suivant la procédure collective, sauvegarde, redressement ou liquidation. 1. La sauvegarde. A. Le principe de la liberté de gestion du débiteur. Le débiteur reste à la tête de l'entreprise, en assure l'administration, sa rémunération est maintenue en l'état au jour de l'ouverture de la sauvegarde. Il va conserver tous ses pouvoirs pour cela, si le tribunal n'a pas confié à l'administrateur certaines missions. 2 types de missions pouvant être confiées à l'administrateur lorsque le débiteur est en sauvegarde. Une mission de surveillance, l'administrateur va contrôler a posteriori les actes qui auront été accomplis par le débiteur. Une mission d'assistance du débiteur, celui-ci aura moins de liberté, l'administrateur ayant un pouvoir de cogestion avec le débiteur. Co-signature des actes avec l'administrateur. Les actes de gestion courante qu'accomplit le débiteur peuvent être passés seuls et seront réputés valables à l'égard des tiers de bonne foi. Quels sont les actes de gestion courante? Le législateur ne définit pas ce terme. Donc, la jurisprudence a dû apprécier au cas par cas ce que cela pouvait être. Elle va regarder si l'acte de gestion entre dans l'objet de la société, ou s'il est en corrélation avec l'activité exercée par le débiteur, C.KCH SOC 21 septembre 2005. B. Les limites à la liberté de gestion du débiteur. Astérisque la désignation d'un ou plusieurs administrateurs. Astérisque certains actes que le législateur a encadrés, certains sont interdits, et d'autres réglementés. 1. Désignation d'administrateur. Lorsque l'entreprise dépasse 20 salariés et Canada 3 millions d'euros, la présence d'administrateur est obligatoire. Dans ce cas, la mission de ce dernier sera fixée par le tribunal, surveillance ou assistance. Astérisque le tribunal peut à tout moment de la procédure modifier la mission de l'administrateur, basculer vers l'autre volet. Dans ce cas-là, l'administrateur sera tenu de respecter toutes les obligations légales mais également conventionnelles qui incomberont au débiteur. Astérisque c'est généralement lui qui va faire fonctionner sous sa signature les comptes bancaires et titulaires, dont le débiteur est titulaire de compte et qu'il est interdit d'émettre les chèques. Astérisque il pourra prendre un certain nombre d'actes conservatoires, inscrire au nom de l'entreprise, toute hypothèque, nantissement, un gage, privilège, que le débiteur aurait négligé de prendre ou renouveler. Astérisque il pourra exercer l'option relative au contrat en cours, en opérant un tri entre les contrats ayant débuté avant le jugement d'ouverture, appelés à se poursuivre postérieurement au jugement, en vue d'assurer la pérennité de l'entreprise et la continuité d'exploitation. Si l'entreprise ne dépasse pas certains seuils, le tribunal peut nommer un administrateur. 2. L'interdiction et la réglementation des actes passés par l'administrateur ou le débiteur. À compter du jugement d'ouverture, le législateur a établi une liste d'actes interdits au débiteur. Cette liste est à l'article L.622-7, qui est reprise à L.631-14 et L.641-3. Interdiction, le paiement de toute créance née antérieurement au jugement d'ouverture. Si elles sont nées postérieurement, elles doivent être non utiles à la procédure. Il sera possible pour le débiteur de payer par compensation des créances connexes égales de créances qui sont issues d'un même contrat. En cas de violation, sanction civile, annulation de l'acte pour tout intéressé, dans un délai de 3 ans à compter de la conclusion de l'acte. Condamnation possible également. Réglementation, L.622-7 et -8 disposent les actes réglementés. Ils sont réglementés car pour passer ces actes, il doit obtenir l'autorisation du juge commissaire. Astérisque les actes de disposition étrangers à la gestion courante de l'entreprise. Astérisque les actes constitutifs de sûreté. Astérisque le fait de compromettre ou transiger, compromettre transaction. Astérisque le fait de payer des créances pour retirer le gage ou une chose légitimement retenue. Astérisque l'exercice du droit de retrait litigieux. Astérisque procéder au paiement des salaires des salariés super privilégiés. Astérisque vente d'un bien grevé d'une sûreté spéciale et paiement provisionnel aux créanciers titulaires de sûreté spéciale. En cas de violation, annulation des actes à la demande de tout intéressé dans un délai de 3 ans. 2. Le redressement judiciaire. Ici, on a des règles similaires, mais des règles spécifiques également. Similaire, L.622-3, qui va permettre au débiteur d'accomplir seuls les actes de gestion courante. Limite A et B. A. Mission de l'administrateur. Variation de la mission, car le débiteur est en état de défaillance, cessation de paiement. Mission d'assistance, cogestion entre le débiteur et l'administrateur. Mission de représentation. Le débiteur sera dessaisi de la gestion de son entreprise. Actes interdits et réglementés, voire au-dessus. B. Restrictions particulières au débiteur. Fut un temps, la rémunération du débiteur n'était pas maintenue par le juge commissaire. C'est lui qui a fixé la rémunération, et en l'occurrence des subsides en vue de permettre l'entretien de la famille. C'est une mesure qui avait jugé très rigoureuse, la loi Pacte est revenue dessus, L.631-11 prévoit un principe, la rémunération du débiteur est maintenue en l'état au jour d'ouverture de la procédure, sauf s'il y a eu une décision contraire du juge commissaire.
Si le débiteur est une personne morale, L.631-10 prévoit des sanctions larvées, qui vont peser sur les dirigeants de la personne morale. Ces derniers ne pourront pas pouvoir céder leurs droits sociaux ou leurs droits de vote représentant leurs droits sociaux pendant la période d'observation. Cessions annulées s'ils contreviennent à l'interdiction. 3. La liquidation judiciaire. A. Au principe du dessaisissement. La situation du débiteur est aggravée ici, il est en cessation de paiement, et en état de redressement manifestement impossible. Le jugement d'ouverture va avoir pour effet de dessaisir le débiteur. Il sera représenté par le liquidateur désigné par le tribunal. Il peut, le cas échéant, voir sa rémunération maintenue si le juge commissaire le décide. B. Au domaine du dessaisissement. L.641-9. Cela signifie que le débiteur, s'il se risque à accomplir certains actes, il ne sera pas en pouvoir, et il sera donc en dépassement de pouvoir, les actes pourront être annulés. Astérisque au-delà de ce que ces actes doivent être accomplis par le liquidateur, certains actes vont commander une autorisation du juge commissaire. Les ventes de meubles et immeubles du débiteur. Le liquidateur peut vendre, s'il a été autorisé par le juge commissaire. Astérisque ou nécessiter une homologation du tribunal. Le liquidateur ne pourra ni compromettre ni transiger sans autorisation du juge commissaire, sans être homologué par le tribunal. Astérisque si le débiteur exerce une profession libérale, le tribunal va désigner au moment de l'ouverture de la procédure, un représentant de l'ordre professionnel qui lui va venir exercer les actes de la profession. Astérisque le liquidateur peut être destinataire du courrier du débiteur, et même avoir accès à son courrier électronique. Astérisque le législateur a prévu que le dessaisissement du débiteur pour les biens, que les biens soient présents, à venir, propres ou communs, ASS Plan 23 décembre 1994. C'est aux limites du dessaisissement. Le débiteur va être fondé à exercer les droits propres. Droit propre n'est pas défini par le législateur, la jurisprudence a pris le relais, sont propres les droits qui sont extra-patrimoniaux ou attachés à la personne du débiteur. Le débiteur peut se marier, accepter une succession, ch comme 3 mai 2006. Le débiteur va pouvoir exercer des actes conservatoires, qui vont lui permettre de protéger son patrimoine, 3 Civ 29 mai 1969. Si le débiteur est une société, les droits propres de la personne morale débitrice seront exercés par le dirigeant qui est resté en fonction, ch comme 24 janvier 2018. On a aussi des limites au dessaisissement concernant les biens. On a des biens insaisissables, le dessaisissement ne peut pas s'étendre aux biens insaisissables, biens mobiliers nécessaires à la vie du débiteur, son travail, vie de famille. On a des biens déclarés insaisissables par la loi, résidence principale insaisissable de plein droit en vertu de la loi Macron. Des biens pouvant faire l'objet d'une déclaration notariée d'insaisissabilité, à condition de validité de l'acte. Si irrégulier, inopposabilité, ch comme 13 décembre 2017. Des biens grevés d'une clause d'inaliénabilité, ch comme 4 janvier 2000. Les biens indivis, un peu différents. Ils ne sont pas considérés comme insaisissables, mais le liquidateur ne pourra pas les appréhender pour les vendre, mais il pourra provoquer le partage. Les biens acquis par succession. Le liquidateur sauf accord du débiteur ne pourra les réaliser ni provoquer le partage de l'indivision en résultant. Quelles conséquences si les actes ont été accomplis par le débiteur au mépris du dessaisissement? 2 sanctions prévues, tout dépend qu'il s'agisse d'actes fondamentaux ou de procédures. Fondamentaux, vente, bail, ces actes sont considérés comme inopposables à la procédure, pas nuls, ch comme 9 janvier 2001. Procédure, possible de prononcer la nullité mais c'est controversé, ch comme 13 novembre 2013. Section 2 Obligations imposées aux débiteurs. Le législateur a harmonisé les règles, quelle que soit la procédure, le législateur a pris des dispositions permettant d'assurer la protection du patrimoine afin que l'activité puisse être poursuivie. 1. Protection du patrimoine. A. Détermination du patrimoine. 1. Détermination et évaluation de l'actif. 2 mesures sont prévues par le législateur pour déterminer et mesurer l'actif. Un inventaire, l'obligation de procéder à un actif est exigée dans toutes les procédures collectives, si ce n'est que les règles qui le régissent vont varier en fonction de la procédure ouverte. Astérisque en sauvegarde, le débiteur aura la faculté de demander au tribunal de désigner un professionnel aux fins de réaliser cet inventaire, mais il peut également le réaliser lui-même, sous certaines conditions dans L.621-4 et L.622-6-1. Si le débiteur n'en fait pas la demande, ou alors, s'il ne procède pas lui-même à l'inventaire dans le délai fixé, le juge commissaire va alors devoir intervenir pour pallier à cette carence et va lui-même désigner un professionnel pour réaliser l'inventaire, ou l'achever s'il n'a pas été fini. Sauvegarde accélérée, la période d'observation est courte, de sorte que le législateur a dispensé d'inventaire le débiteur, L.628-3 al. 2. Astérisque redressement et liquidation, ici, l'obligation d'inventorier reste de mise, les règles changeant un peu. Le débiteur n'a pas la possibilité de réaliser lui-même l'inventaire. Le tribunal va désigner un tribunal compétent, redressement L.631-9 et liquidation L.641-1. Cette obligation d'inventaire sera essentielle. Car s'il existe une action en revendication d'un propriétaire d'un bien placé entre les mains du débiteur, il appartient au revendicant d'établir que le bien existait bien en nature au jour du jugement d'ouverture de la procédure collective. Une prisée des actifs, elle n'a pas pour objet de déterminer la composition de l'actif, mais c'est une mesure qui aura pour finalité d'estimer la valeur de l'actif du débiteur. Cette obligation, supposant le recours à un professionnel, ne va pas se retrouver dans toutes les procédures. En sauvegarde, elle n'est pas exigée, mais obligatoire en redressement et liquidation, L.631-9 et L.641-1. 2. Détermination du passif. Dès l'ouverture de la procédure, le débiteur va devoir établir une liste de ses créanciers, avec le montant des dettes et les principaux contrats en cours au moment du jugement d'ouverture, L.622-6, L.631-14, L.641-4.
Cette obligation est très importante, si le débiteur ne coopère pas et n'accomplit pas cette formalité, il peut être frappé d'une interdiction de gérer, redressement et liquidation. Cette formalité doit être accomplie de façon très rapide. Dans les 8 jours du jugement d'ouverture, le débiteur devra remettre ses listes, soit à l'administrateur, sauvegarde, redressement, ou liquidateur, liquidation. Il doit aussi informer des instances qui sont en cours auxquelles il est parti. Plusieurs actions peuvent être intentées contre lui, pour reconstituer son patrimoine, afin de pouvoir apurer ses dettes. B. Reconstitution du patrimoine du débiteur. 1. Revendication. La revendication sert à faire reconnaître opposable le droit de propriété du demandeur. L'action va émaner d'un tiers s'estimant propriétaire d'un bien meuble, se trouvant entre les mains du débiteur au jour du jugement d'ouverture, et ce à quelque titre que ce soit, dépôt, prêt. Cette obligation obéit à un certain nombre de règles de fond et de forme, aux articles L.624-9 et suivants. A. Conditions de fond. Le bien doit se retrouver en nature au moment de l'ouverture de la procédure, L.624-7. Problématique en présence de biens incorporés dans un autre, roue sur une voiture par exemple. La jurisprudence a décidé que cette revendication pouvait être possible lorsque la séparation de ces différents éléments pouvait être effectuée sans que chacun des biens, le bien incorporé ou celui qui accueille le bien incorporé, subisse un dommage, ch comme 10 mars 2015. Ou en présence de biens fongibles, la jurisprudence a décidé que l'action en revendication peut s'exercer lorsque les biens de même nature et de même qualité pouvaient être identifiés entre les mains du débiteur. Par exemple, par des numéros de lot. B. Conditions de forme et de procédure. L'action en revendication doit être exercée dans un délai de 3 mois qui suit la publication du jugement d'ouverture, L.624-9, L.631-18, L.641-14. Si elle est exercée hors délai, la sanction est l'inopposabilité du droit de propriété à la procédure collective, la propriété n'est pas perdue, ch comme 15 décembre 2015. 2. Reprise du conjoint du débiteur. Égal, on permet au conjoint du débiteur de reprendre dans les biens englobés par la procédure collective, les biens qui lui sont propres. Lorsque le débiteur est marié sous la communauté légale, présomption de communauté des biens, le conjoint du débiteur devra donc renverser la présomption, en prouvant la propriété propre, dans un délai de 3 mois à compter de la publication du jugement d'ouverture. Les conditions qui s'appliquent sont à L.624-5, L.631-18, L.641-14, sauvegarde, redressement, liquidation. 3. Les opérations de reconstitution de l'actif. La nullité de certains actes réalisés entre la période comprise entre la période de cessation de paiement et le jugement d'ouverture, période suspecte, 2 catégories de nullité, L.632- et L.632-2. Astérisque L.632-, les nullités de plein droit obligatoire, le juge, lorsqu'il est saisi d'une action en nullité sur la base de ce texte, n'a pas de pouvoir d'appréciation, il devra ipso facto prononcer cette nullité dès lors que les conditions du texte sont remplies. Le texte liste toute une catégorie d'actes, qui s'y accomplit pendant la période suspecte, devront être annulés, actes conduisant à un appauvrissement du débiteur, legs, donation, tous les contrats commutatifs déséquilibrés, vente lésionnaire. Astérisque L632-2, les nullités facultatives. Ici, le juge retrouvera un pouvoir d'appréciation lorsqu'il sera saisi d'une action en nullité sur le fondement de ce texte. C'est un texte qui vise un certain nombre d'actes présentant une caractéristique, à savoir que ce sont des actes où le co-contractant qui a traité avec le débiteur, avait connaissance de l'état de cessation des paiements de ce dernier. Cette action est exercée par l'administrateur, le mandataire judiciaire, le ministère public, ou par le commissaire à l'exécution du plan. Les résultats de cette action sont majeurs, l'acte annulé sera rétroactivement anéanti, y compris à l'égard des tiers de bonne foi. La loi va également neutraliser les fraudes, en permettant au mandataire judiciaire ou à l'administrateur de demander à ce que certaines acquisitions de biens soient réunies à l'actif. C'est le cas notamment lorsque l'on a eu un bien acquis par le conjoint du débiteur avec des valeurs fournies par ce dernier. Dans ce cas, même si les époux ont divorcé au moment où la procédure collective a été ouverte, le bien va pouvoir être réintégré dans le patrimoine du débiteur. La loi interdit au conjoint du débiteur dans l'année de son mariage ou l'année suivante, de soustraire un bien à la procédure à raison d'une libéralité ou alors d'un avantage aurait été passé. 2. Poursuite de l'activité. La poursuite est obligatoire en période d'observation, sauvegarde, redressement. En revanche, en liquidation judiciaire, cette poursuite de l'activité est facultative. À obligation en période d'observation. Le but de la poursuite de l'activité est double. Astérisque dresser un bilan. Astérisque proposer un projet de plan aux fins d'adoption de celui-ci. 1. Continuation des contrats en cours. Il est prévu par différents textes, il est applicable à toutes les procédures, L.622-13, L.631-14, L.641-11-1. Ces 3 textes fixent le principe de continuation des contrats en cours, aucune résiliation, résolution de contrat ne peut résulter du seul fait du jugement d'ouverture. A. Domaine des contrats en cours. L.622-13 ne donne pas de définition de la notion de contrat en cours, mais fixe le principe de ces derniers. La jurisprudence est effectivement intervenue pour donner une définition du contrat en cours, c'est un contrat dont la prestation principale et caractéristique n'a pas été fournie au jour du jugement d'ouverture, plus généralement dont les effets du contrat conclu avant le jugement d'ouverture n'ont pas été épuisés à cette date, ch comme 20 septembre 2017. Le législateur prévoit un certain nombre d'exceptions à ce principe de contrat en cours. Certains contrats sont hors champ de ce dispositif. Astérisque le contrat de travail, ce n'est pas un contrat en cours, L.622-13. Astérisque le contrat de fiducie, L.622-13, il faut distinguer le contrat de fiducie avec la convention en exécution de fiducie dans laquelle le débiteur va pouvoir conserver l'usage ou la jouissance des biens qui auront été transférés dans un patrimoine fiduciaire. Astérisque le contrat de société non plus, ch comme 10 juillet 2007.
Astérisque le contrat de bail de l'immeuble qui est affecté à l'activité du débiteur. Il va obéir à des dispositions particulières, à savoir L.622-14. Astérisque le contrat de prêt consenti par un professionnel du crédit avant l'ouverture de la procédure, CH comme 9 février 2016. B. Régime de la continuation des contrats en cours. À l'ouverture de la procédure, on va avoir un tri qui sera opéré entre les différents contrats qui lient le débiteur à ses co-contractants. Ce tri sera opéré en fonction d'un critère, déterminer les contrats qui sont indispensables au maintien de l'entreprise. À cette fin, le législateur va mettre en place un régime d'options, puisque certains contrats pourront être continués, et d'autres seront arrêtés. Le régime d'options va varier en fonction de la procédure collective ouverte. En sauvegarde, redressement et liquidation, lorsqu'un administrateur sera désigné, il aura la faculté d'exiger l'exécution des contrats en cours, il opère le tri. Sans administrateur, cette faculté sera exercée par le débiteur après avis conforme du mandataire de justice. En cas de désaccord de ces derniers, il appartient au juge commissaire de trancher de façon à savoir si le contrat doit être poursuivi ou arrêté. Les effets de l'option vont différer. Le contrat est poursuivi, le contrat va s'exécuter aux clauses et conditions en vigueur, l'administrateur ou le débiteur va devoir fournir la prestation promise au co-contractant. En cas de prestation impliquant un paiement, il faudra vérifier la disponibilité des fonds nécessaires à cette fin, sauf à engager sa responsabilité. De son côté, le co-contractant devra également remplir ses obligations, et ce même si le débiteur n'a pas exécuté les siennes antérieurement au jugement d'ouverture. Ce défaut d'exécution va ouvrir droit, au profit du créancier co-contractant à ce qui est appelé une déclaration au passif pour être payé dans le cadre de la procédure. Le contrat est arrêté, plusieurs hypothèses qui peuvent se présenter. Astérisque la résiliation de plein droit, elle opère dans 3 cas. 1. Lorsqu'il y a eu une mise en demeure d'opter pour la continuation ou non, qui a été adressée à l'administrateur ou au débiteur, resté 1 mois sans réponse. Résiliation de plein droit, constatée par le juge commissaire à la demande de tout intéressé. 2. Absence de paiement dans les conditions définies à L.622-13, et aucun accord du co-contractant pour poursuivre les relations contractuelles. Résiliation de plein droit. 3. Lorsque la prestation du débiteur porte sur une somme d'argent, et que le co-contractant est informé dans une hypothèse de liquidation par le liquidateur, que le contrat n'est pas poursuivi. Résiliation de plein droit. Astérisque la résiliation volontaire, une demande doit être formée par l'administrateur ou le débiteur. Cette résiliation doit être nécessaire à la procédure. La résiliation ne doit pas porter atteinte excessive aux intérêts du co-contractant. À la réunion de ces 3 conditions, la résiliation peut être demandée, le juge commissaire statuera sur cette demande. Dans tous les cas, résiliation de plein droit ou volontaire, l'inexécution du contrat pourra donner lieu à des DEI, ceux-ci s'ils doivent être payés, leur montant devra être déclaré au passif à la procédure, créance antérieure. 2. Élaboration du plan. Les règles vont différer suivant qu'un administrateur a été désigné ou non. Pas d'administrateur désigné, le débiteur va alors établir un projet de plan, soit seul, soit avec l'assistance éventuelle d'un expert s'il n'en avait pas la capacité. Administrateur désigné, un bilan économique, social et environnemental de l'entreprise devra en plus être dressé. Celui-ci devra préciser des éléments, origine, importance et nature des difficultés. C'est pourquoi des experts peuvent aussi être sollicités ici. Une fois le bilan dressé, le débiteur pourra avec le concours de l'administrateur proposer un projet de plan. Ce projet de plan va comporter différents volets. Un volet financier, il y sera défini les modalités de règlement du passif, et déterminer les garanties que le débiteur doit souscrire pour assurer l'exécution de ce règlement du passif. Un volet social, il y sera exposé le niveau, les perspectives d'emploi et les conditions sociales envisagées pour qu'il y ait poursuite de l'activité. Un volet économique, il y sera déterminé les perspectives de redressement, les modalités d'activité, l'état du marché et les moyens de financement disponibles pour pouvoir assurer ce redressement. Par exemple, arrêt d'une branche d'activité, adjonction. Un volet juridique, il y sera recensé les offres d'acquisition présentées par des tiers en application de L.626-3. On est alors là dans une perspective de cession de l'entreprise, soit totale soit partielle. Cette préparation du plan doit s'accompagner de négociations avec les créanciers, dont les modalités de négociation varieront selon la taille de l'entreprise. Dans certains cas, des comités de créanciers seront mis en place, classe de parties affectées. Dans d'autres, les créanciers seront consultés de façon individuelle et non collective, par écrit. Consultation individuelle, les créanciers vont être consultés par écrit sur le projet de plan et leur réponse sera transmise au débiteur ou à l'administrateur par le mandataire judiciaire. Par exception dans les grands nœuds, étaient mis en place des comités de créanciers au nombre de 2, égale comité des EC et comité fournisseurs, qui sont remplacés depuis l'ordonnance du 15 septembre 2021 par ce qu'on appelle des classes de créanciers. Les comités de créanciers étaient des regroupements de créanciers par catégorie, financiers et fournisseurs. Les classes de créanciers sont des regroupements par communauté d'intérêts créanciers qui se sont regroupés à raison des risques comparables qu'ils vont prendre dans la PC et des intérêts qu'ils poursuivent. 3 classes. Les créanciers titulaires de sûreté réelle sur les biens du débiteur. Les détenteurs de capital, souvent les investisseurs. Les autres créanciers, égale les créanciers fiscaux. Consultation collective, le débiteur va présenter à ces 3 classes, les propositions en vue d'élaborer le projet de plan. Cette consultation de façon collective ne peut se faire que si le débiteur atteint certains seuils, soit 40 M Canada net, soit 250 salariés et 20 M Canada net. Dans ce cas, les classes de créanciers vont avoir entre 20 et 30e jours pour voter après la transmission des propositions et le vote va s'opérer à la majorité des 2 tiers. Il existe plusieurs situations qui peuvent se présenter. 1. Le plan est voté par toutes les classes, le tribunal arrête le plan.
2. Certaines classes refusent de voter le plan. Le tribunal va pouvoir imposer le plan à ces classes récalcitrantes à condition que le plan ne procure pas aux créanciers opposés un sort moins favorable que celui qu'il pourrait retirer d'une cession ou d'une liquidation. A. La faculté de poursuite de l'activité en liquidation. Le PPE est que la liquidation a pour but de mettre fin à l'activité du débiteur en organisant la réalisation du patrimoine de ce dernier. Ceci étant dit, le L permet le maintien de l'activité dans certains cas, il faut que ce soit le tribunal qui autorise ce maintien et ce peut être le cas dans différentes situations. Première situation, s'il y a une cession totale ou partielle qui soit envisageable. Deuxième situation, si l'intérêt public l'exige. Autrement dit, la poursuite de l'activité causerait vraiment un trou dans l'économie. Troisième situation, si l'intérêt des créanciers l'exige, dans ce cas-là ce sera pour une durée maximale de 3 mois prorogeable une fois pour la même période. S'il y a maintien de l'activité, le régime des contrats en cours va s'appliquer et il est envisagé à l'article L641-11- ce sera au liquidateur d'exercer l'option. Chapitre 2, la situation des partenaires du débiteur. Section 1, le sort des créanciers. Première idée, le principe c'est que le jugement d'ouverture ne rend pas exigibles les créances non échues, ça veut dire que toute clause contraire qui serait prévue dans un contrat est réputée non écrite. Ce sont deux textes qui le prévoient, L622-29, sauvegarde, et L631-14, redressement. Ce principe souffre d'une exception puisqu'en liquidation judiciaire, le jugement d'ouverture va rendre exigibles les créances non échues, article L643-1. La loi Pacte a amélioré le sort de certains créanciers et en particulier le sort des créanciers publics de deux façons. A. La loi organise une publicité des créances fiscales et douanières privilégiées dès l'instant où ces créances sont supérieures à un certain montant, à savoir 2 cents. B. La loi leur permet aussi que ces derniers puissent être payés de façon provisionnelle en particulier si ce sont des créanciers antérieurs. Au-delà de ça, une grande dichotomie existe entre les créanciers puisque d'un côté on distingue les créanciers antérieurs et d'un autre les créanciers postérieurs privilégiés au jugement d'ouverture. 1. Les créanciers antérieurs au jugement d'ouverture. A. Les restrictions aux droits des créanciers. Ces restrictions sont de 3 ordres, car les créanciers sont soumis à 3 règles issues du principe d'égalité entre les créanciers. L'arrêt des poursuites individuelles. L'arrêt du cours des intérêts. Arrêt du cours des inscriptions. 1. L'arrêt des poursuites individuelles. Cette règle est énoncée à plusieurs articles, L622-21, sauvegarde, L631-14, redressement, et L641-3, liquidation. Elle s'applique quelle que soit la procédure. Elle consiste effectivement à produire des conséquences soit en termes d'interruption, soit en termes d'interdiction, soit en termes d'arrêt sur les poursuites individuelles qui soit sont en cours au jour de la PC, soit n'ont pas encore débuté avant que la PC ne soit ouverte. Le législateur a circonscrit le régime et puis il en a défini le régime. Qui ? Les premiers créanciers concernés sont les créanciers antérieurs mais pas uniquement, les créanciers postérieurs le sont aussi dans une certaine mesure. Pour ces derniers, il faut que la créance soit régulière et qu'elle ne soit pas utile. Quelles actions ? Le législateur en liste différentes catégories. Les actions en justice qui vont être intentées de la part des créanciers et qui tendent à la condamnation du débiteur d'une somme d'argent. Par exemple, une action en répétition de l'indu, une action en recouvrement de l'impôt. Les actions en justice intentées par des créanciers qui tendent à la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent. Par exemple, action en résolution d'un contrat de vente pour défaut de paiement du prix. Ce qui exclut toute action en nullité d'un contrat qui serait fondé en particulier sur l'inexécution d'une obligation de faire, par exemple la délivrance de documents sous astreinte. Les procédures d'exécution qui vont porter sur le patrimoine du débiteur, par exemple, toutes les saisies immobilières. Si le débiteur est marié sous le régime de la communauté, ça visera ses BP et ses BC. Toutes les procédures de distribution du prix qui suivent les procédures d'exécution à condition qu'elles n'aient pas produit leur effet avant le jugement d'ouverture. Le régime, le jugement d'ouverture va tantôt interrompre, tantôt il va arrêter, tantôt il va interdire l'exercice de ces actions. Interruption de certaines actions en justice en cours au jour du jugement d'ouverture, ce sont celles qu'on vient de lister, celles qui concernent le paiement d'une somme d'argent, les actions en justice intentées par des créanciers qui tendent à la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent. Arrêter l'exercice des actions en justice précédentes si elles n'ont pas été mises en œuvre avant le jugement d'ouverture. Le jugement d'ouverture va arrêter les VEX et les procédures de distribution en cours au jugement d'ouverture, autrement dit, les saisies et la distribution du prix. Interdire les VEX et les procédures de distribution qui n'auraient pas été mises en œuvre au jour du jugement d'ouverture. 2. L'arrêt du cours des intérêts. C'est une règle qui s'applique à toutes les procédures et le jugement d'ouverture va arrêter le cours des intérêts, qu'ils soient légaux, conventionnels, de retard, à la date où il a été rendu. Il faut distinguer entre 2 catégories de créances. Celles productives d'intérêts résultant du contrat de prêt qui sont conclus pour une durée égale ou 1 an, les intérêts continuent à courir et doivent être déclarés au passif. Les créances productives d'intérêts qui résultent d'un contrat de prêt pour une durée strictement à 1 an, c'est pour ces créances que l'arrêt du cours des intérêts va s'appliquer. Lorsque ces intérêts sont arrêtés, le débiteur va être libéré dans intérêt postérieur au jugement d'ouverture. 3. L'arrêt du cours des inscriptions. Les sûretés de type hypothèque, gage, nantissement ou encore privilège, qui sont constituées antérieurement au jugement d'ouverture sur les baies du débiteur, ne pourront plus être inscrites postérieurement au jugement d'ouverture. La règle s'applique quelle que soit la PC, L622-30, sauvegarde, L631-14, redressement, et L641-3, liquidation. B. Les obligations des créanciers. Le législateur a circonscrit le domaine de ces obligations et en a établi le régime. 1. Le domaine. En réalité cette obligation de déclaration pèse désormais à la fois sur les créanciers antérieurs mais également sur les créanciers postérieurs qui ne sont pas privilégiés, ceux dont la créance est régulière mais qui n'est pas utile à la PC. La règle s'applique quelle que soit la procédure, L622-24, égale sauvegarde,
L631 à 14 égale redressement et L641 à 3 égale liquidation. Créances concernées, ça peut être des créances chirographaires, privilégiées, ce sont des créances certaines et ça peut même être des créances éventuelles. La JP l'a jugé, comme 30 juin 2004. Il y a des créances non soumises à déclaration. Les créances des salariés, soumises à un régime spécial. Les créances des créanciers postérieurs privilégiés. Les créanciers titulaires de créances alimentaires. Les créanciers titulaires de créances postérieures qui ne sont pas nées régulièrement, ces créances ne pourront pas être payées dans le cadre de la PC, elles sont hors PC, on retourne dans le décommun. Les créances qui sont intégrées à un plan de sauvegarde ou de redressement qui a été résolu et qui est suivi de l'ouverture d'une nouvelle PC. 2. Le régime. Il y a des conditions à respecter. La déclaration doit être faite par le créancier mais elle peut également être faite par un mandataire de celui-ci ou même un préposé du créancier. Il est même possible pour le créancier de pouvoir ratifier la déclaration si elle n'a pas été faite dans les règles jusqu'à ce que le juge statue sur l'admission de la créance. La déclaration doit être faite au mandataire judiciaire, il y a en théorie aucune forme prévue mais en pratique, il est préférable de recourir à une LRR. La forme doit être écrite car la déclaration doit quand même respecter certaines exigences, le montant doit être précisé, les sûretés et privilèges doivent être précisés et elle doit être accompagnée de documents justificatifs et notamment un titre exécutoire pour pouvoir obtenir le paiement. La déclaration doit être certifiée sincère par le créancier. Il y a un délai à respecter, le délai peut varier selon qu'on est en présence de créances antérieures ou des créances postérieures non privilégiées. Pour les créances antérieures, le délai est de 2 mois à compter de la publication du jugement d'ouverture. Il y a des situations particulières où le délai de mois peut être augmenté encore de 2 mois, c'est le cas par exemple si le créancier se situe dans l'Hexagone et que la PC est ouverte en Outre-mer ou inversement. Pour les créances postérieures, le point de départ du délai peut lui-même varier en fonction de la nature de la créance et des circonstances de celle-ci. C'est toujours un délai de 2 mois. Si la déclaration n'est pas faite dans les délais, des sanctions vont s'abattre sur le créancier, celui-ci va se retrouver forclos, il ne va pas pouvoir être admis dans les opérations de répartition, en clair il ne peut pas être payé puisque sa créance sera considérée inopposable à la PC. Arrêt comme 6 juin 2018. Quand on dit que la créance est inopposable, ça ne veut pas dire qu'elle est éteinte. Comme la sanction est sévère, le législateur a prévu des cas où le créancier peut être relevé de forclusion. Il peut l'être s'il établit que sa défaillance n'est pas due à son fait. Il peut l'être lorsqu'il établit que sa défaillance est due à une omission du débiteur lors de l'établissement de la liste des créanciers. Dans ces 2 cas, il peut agir dans un délai de 6 mois à compter de la publication du jugement d'ouverture pour être relevé de forclusion. 2 issues. L'action aboutit et le créancier pourra déclarer mais le délai sera réduit de moitié. Il n'est pas relevé de forclusion et sa créance sera inopposable à la PC. Une fois que les créances sont déclarées, il va y avoir une procédure de vérification, les créances devront être vérifiées et il existe 2 procédures distinctes. Une procédure générale. Une procédure spécifique propre aux créances salariées article L625 et S, pas développée car pas le temps. Une fois déclarées, les créances vont être vérifiées par le mandataire de justice, le débiteur, les contrôleurs s'il y en a. Le mandataire de justice va transmettre ses propositions au juge commissaire pour que celui-ci puisse soit admettre, soit rejeter les créances. Le juge commissaire peut rejeter les créances lorsque celles-ci sont irrégulières, arrêt comme 4 mai 2017. 2. Les créanciers postérieurs au jugement d'ouverture. Le législateur a institué un privilège au profit de certains créanciers dont le DN est postérieurement au jugement d'ouverture en application de l'article L622 à 17, sauvegarde et redressement, et L641 à 13, liquidation. A. Domaine. Le domaine de ces créanciers est défini par les 2 textes précédents et ces textes fixent les conditions pour que ces créanciers soient réputés privilégiés. Il faut que la créance soit née régulièrement. Ça veut dire que pour une créance contractuelle, le principe de régularité implique que l'acte ne doit pas être interdit et qu'il doit émaner d'une personne qui a la capacité et le pouvoir de l'accomplir. Appliqué à une créance délictuelle, la créance est régulière si le fait générateur est survenu à l'occasion d'une activité autorisée. La créance doit être née postérieurement au jugement d'ouverture. Le législateur commande de retenir la date du fait générateur et non la date d'exigibilité de la créance. Pendant un temps, la JP a retenu la date de conclusion du contrat et puis dans un second temps, elle a retenu la date d'exécution de la prestation principale, arrêt comme 3 avril 1990. En revanche, l'article L622 à 17 ne bénéficie pas aux créances qui sont nées après le jugement qui arrête le plan. La date de l'exécution principale doit être entre la date d'ouverture du jugement d'ouverture et la date de jugement qui arrête le plan. Il faut que la créance soit utile. Ça vise 3 situations. Astérisque une créance qui va être née pour les besoins du déroulement de la procédure, par exemple, une créance d'honoraires des mandataires de justice. Astérisque les créances nées pour les besoins de la période d'observation, par exemple les créances sociales et fiscales. Astérisque la créance née en contrepartie d'une prestation fournie au débiteur, par exemple livraison d'un B contre paiement du prix. Si ces 3 conditions sont réunies, la créance sera considérée comme une créance postérieure privilégiée. À côté de ces conditions de fond, pour que le privilège s'exerce, il faut que les créanciers portent ces créances à la connaissance des organes de la procédure, sous peine de perdre leur privilège, autrement dit ils doivent notamment informer sur l'existence de ce privilège légal qui leur est conféré par la loi. La liste de ces créances privilégiées fait l'objet d'une publicité, d'abord au greffe du TC puis publiée au BODAC. B. Les effets. Il y a un double effet. Une priorité de date. Ces créances postérieures vont être payées à l'échéance, ça veut dire que ces créanciers peuvent exercer leur dé de poursuite, toute VX à l'encontre du débiteur. S'il n'y a pas de règlement à l'échéance, faute de disponibilité, ces créanciers vont alors disposer d'une priorité de rang, autrement dit, dans l'échelle des créanciers,
ils disposeront d'une position qui leur permettra de prétendre de façon privilégiée à un paiement. Une priorité de rang. Le rang de ces créanciers varie suivant les procédures, sachant qu'en plus le législateur a institué deux catégories de rang, un rang externe et un rang interne. Le rang externe, il va y avoir un classement des créances qui va varier en fonction de leur rapport avec les autres créances. Pour ce rang externe, les choses sont différentes selon qu'on est en sauvegarde ou en redressement ou suivant qu'on est en liquidation. En sauvegarde ou redressement article L622 à 17, ces créanciers vont être plutôt bien placés, ils vont être payés après les créances salariales super privilégiées, après les frais de justice, après les créances garanties par le privilège de conciliation, ils viennent après ces trois catégories mais avant toutes les autres créances assorties ou non de sûreté. En liquidation, ces créanciers sont un peu moins bien traités, s'applique ici l'article L643 à 8 Code de commerce. Ils vont être situés en 8e position sachant qu'il y a 15 rangs. Leurs créances vont être primées par astérisque 1 degré les subsides dans le cadre d'un redressement, L631 à 11, qui sont restés impayés. Astérisque 2 degrés les créances garanties par le super privilège. Astérisque 3 degrés les créanciers titulaires de frais de justice postérieurs au jugement d'ouverture. Astérisque 4 degrés les créances garanties par le privilège de l'article L624 à 21, privilège de post-money, créanciers qui auront réalisé un apport en trésorerie dans le cadre d'une procédure de sauvegarde en cours d'observation à condition que cet apport ait été autorisé par le juge commissaire et qui fait objet d'une publicité. Ce nouvel apport pourra donner lieu à un nouveau privilège. Astérisque 5 degrés les créances garanties par un privilège de conciliation, article L611 à 11. Astérisque 6 degrés les créances garanties par des sûretés immobilières. Astérisque 7 degrés les créances de salaire restées impayées à l'échéance dont le montant n'a pas été avancé par l'AGS et enfin. Astérisque 8 degrés les créanciers postérieurs privilégiés. Le rang interne aux créances postérieures privilégiées, rang interne dans le rang externe, article L622 à 17, égale sauvegarde et redressement, et L641 à 13, égale liquidation. En sauvegarde ou en redressement, ces créances postérieures privilégiées bénéficient d'un rang interne selon l'ordre suivant. Les créances postérieures salariales dont le montant n'a pas été avancé par l'AGS. Les créances qui résultent d'un nouvel apport de trésorerie consenti en vue d'assurer la poursuite de l'activité et dès l'instant qu'il est autorisé par le juge commissaire et faire l'objet de publicité. Les créances qui résultent de l'exécution des contrats qui ont été poursuivis en application de l'article L622 à 13. Les autres créances. En liquidation, il n'y a pas de rang interne, il n'y a que le rang externe qui prévaut, voire, rang externe liquidation. Section 2, le sort des garants. Ils ont vu leur sort améliorer au fil du temps, 3 règles qui fixent leur sort. L'arrêt des poursuites. L'arrêt du cours des intérêts. La non-déclaration des créances. A. L'arrêt des poursuites. Cette règle s'applique désormais à certains garants, articles L622 à 28 et L631 à 14. Effectivement, le jugement d'ouverture va suspendre toute action contre les personnes physiques co-obligées ou qui ont consenti une sûreté personnelle ou les personnes qui ont affecté ou cédé un B en garantie. Sort amélioré, ces PP bénéficient aussi de la règle de l'arrêt des poursuites. B. L'arrêt du cours des intérêts. Cette règle peut-elle bénéficier aux garants? Ici l'article L622 à 28 et L631 à 14 s'applique mais tout dépend de la PC qui a été ouverte. En cas de sauvegarde, effectivement les PP précités peuvent bénéficier de cette règle de l'arrêt du cours des intérêts. En revanche, en redressement judiciaire, ces PP garantes ne bénéficient pas de la règle de l'arrêt du cours des intérêts. C'est la règle de la non-déclaration des créances. Lorsque les créanciers n'ont pas procédé à la déclaration des créances dans les délais et les créances sont non opposables à la procédure, que se passe-t-il? La règle s'applique également aux PP garantes précités, les créances leur seront inopposables. Cette inopposabilité va s'appliquer pendant toute l'exécution du plan, en particulier lorsqu'il s'agit d'un plan de sauvegarde. En revanche, la règle est différente en redressement judiciaire, ces personnes ne vont pas pouvoir bénéficier de cette inopposabilité. 13 mars 2023. Section 3, le sort des salariés. Les salariés occupent une position particulière au sein de la procédure puisque d'une part, ils sont qualifiés de super privilégiés et d'autre part leur contrat de travail a vocation à continuer de plein droit. Ceci étant, la situation de le peut conduire à des licenciements qui devront être encadrés en fonction de la procédure qui sera ouverte. 2 points à envisager. 1. Le paiement des salaires. Il obéit à des règles différentes suivant la nature de la PC qui est ouverte, et suivant si l'employeur autrement dit le débiteur a une trésorerie suffisante pour procéder au paiement des salaires. C. Le sauvegarde. Il faut que savoir que le PPE n'est pas en état de cessation des paiements car par PPE la condition c'est qu'il n'y ait pas de cessation des paiements. Dans ce cadre, il appartient à l'employeur de faire face au paiement des salaires et en PPE il n'appartient pas à l'AGS de prendre en charge les salaires qui sont nés avant ou après l'ouverture de la procédure de sauvegarde. Ceci étant dit, si la trésorerie n'est pas suffisante, il reviendra à l'AGS de prendre en charge uniquement les indemnités de rupture qui sont nées à la suite de la rupture d'un contrat de travail qui serait intervenu soit pendant la période d'observation, soit dans le mois qui suit le jugement qui arrête le plan de sauvegarde. Dans ce cas-là, l'AGS va procéder à une avance des fonds et ce règlement des créances salariales interviendra dans un délai approximatif de 4 semaines à compter de la remise des pièces par le MJ à l'AGS. Dans cette hypothèse, la garantie de l'AGS est limitée à un certain montant qui va dépendre de l'ancienneté du contrat de travail au jour de la PC et qui est fié par décret chaque année. Exemple, pour l'année de 2023, le plafond de l'AGS est fixé pour les contrats de plus de 2 ans, un montant max de 87 984 €, pour les contrats conclus entre 6 mois et 2 ans, montant max 73 320 €, et pour contrats de moins de 6 mois, montant max 58 656 €. Dans ce cas-là, puisqu'il y a rupture de contrat de travail, ici, c'est le droit commun qui s'applique et l'employeur devra prouver le caractère économique du licenciement, mettre en place les critères de celui-ci et organise la consultation des délégués du personnel. D. Redressement judiciaire.
Règles différentes en matière de paiement des salaires. L'ouverture d'un RJ n'a pas pour effet de mettre fin ou de suspendre les contrats de travail des salariés. En cas de poursuite, il convient de distinguer le paiement des salaires antérieurs à la procédure du paiement des salariés qui sont nés après l'ouverture de la procédure. Pour les salaires antérieurs, l'article L3252-2 institue un super privilège, il va garantir les créances salariales de toute nature pour la période des 60 derniers jours de salaire avant jugement d'ouverture. Autrement dit, il comprend les salaires, les congés payés, les primes diverses, les compléments de salaire, les frais de déplacement. Deux situations. 1. Soit l'employeur a la trésorerie suffisante, dans ce cas-là ces sommes devront être payées dans un délai de 10 jours qui suit le jugement d'ouverture sur ordonnance du juge commissaire. Égal PPE d'interdiction des paiements des créances antérieures. 2. Soit l'employeur n'a pas la trésorerie suffisante et dans ce cas-là l'AGS va intervenir pour procédure à l'avance de ses créances salariales. Pour les salaires postérieurs, deux situations. 1. Soit actif et suffisant, donc employeur assume les salaires et les salariés peuvent bénéficier du privilège selon le rang qui leur est donné. 2. Soit actif insuffisant et dans ce cas l'AGS va intervenir mais dans une certaine limite, montant et plafond vu en haut. 2. Le cas des licenciements. Les règles vont différer si sauvegarde ou redressement. A. La sauvegarde. Le n'étant PPE pas en RCP, donc c'est le décès du licenciement qui s'applique et l'employeur devra mettre en place les critères du licenciement économique et organiser la consultation des délégués du personnel. Il est soumis dans ce cas à une obligation de replacer les salariés et il est également assujetti à l'élaboration d'un PS si le compte plus de 50 salariés et si le nombre de licenciements envisagés est au moins égal à 10 sur une période de 30 jours. L'AGS prendra en charge les indemnités de rupture issues de la remise en cause du contrat de travail. B. En redressement judiciaire. Ici ce n'est plus le décès qui s'applique mais les règles spéciales de la PC, et en particulier de l'article L631-17, autrement dit les licenciements qui doivent être nécessaires à la continuation de l'EE sous cet angle présenté 3 caractères. 1. Il faut qu'il soit urgent. 2. Il faut qu'il soit inévitable. 3. Il faut qu'il soit indispensable. 3 critères cumulatifs. Au-delà, il faut que l'employeur respecte la procédure, à savoir, consulter les RP ainsi que l'autorité administrative compétente, égale direction départementale de l'EE, et doit obtenir une autorisation du juge commissaire avant de pouvoir procéder à ces licenciements. Dans ce cas-là, deux situations. 1. Le peut assumer le paiement des indemnités de rupture, mais en règle générale le étant ne cédé au stade du RJ. 2. En l'absence de trésorerie suffisante, l'AGS va intervenir et les indemnités de rupture seront prises en charge par celle-ci.